bilan raisonné de l'ère Ouattara face aux défis de l'émergence, un horizon exigeant presque atteint. C'est encore un texte du père Koulibaly Khalilou. Il nous dit que l'émergence dont le président Ouattara avait parlé, et puis beaucoup se disaient que la Côte d'Ivoire ne va jamais atteindre l'émergence. Il dit aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore atteint les points totalement de l'émergence, il dit aujourd'hui, quand tu regardes l'horizon, si la Côte d'Ivoire demeure dans cette trajectoire, l'horizon nous apporte des meilleurs résultats. À l'heure où le mot émergence est brandi comme un étendard par les nations aspirant à un destin glorieux, il importe de rappeler que ce concept, loin d'être une incantation, obéit à des critères sévères et mesurables. Il dit pourtant, l'émergence que vous voyez là, c'est un mot. Et tous les pays du monde veulent être émergents. Parce que quand tu es émergent, c'est quelque chose qui est bien pour les filles et les fils de ton pays. Mais c'est un concept. Ça veut dire c'est une vision. C'est un projet qu'il faut mûrir dans les esprits. Ce n'est pas une incantation où il faut faire simplement des prières et puis attendre le résultat. Il faut se mettre au travail. Et c'est quand on va mesurer le travail que tu as fait, avec la rigueur que tu as mis dans ce travail-là, qu'on va pouvoir voir et savoir si tu as pu atteindre l'émergence. Il dit, mais avant d'aller plus loin, c'est quoi l'émergence? L'émergence se définit comme le passage d'un État en développement vers un statut de pays à revenu intermédiaire supérieur, puis, à terme, pays développé. Les spécialistes s'accordent à établir 4 critères majeurs. Il dit l'émergence là, c'est quand tu es un pays pauvre, ou bien un pays en développement, ou bien un pays du tiers-monde. Tout ça là, ce sont des mots, c'est pour dire, quand tu es un pays misérable, que tu arrives à donner un niveau de vie acceptable à tes citoyens, ou le revenu intermédiaire supérieur, jusqu'à aller vers progressivement le niveau des pays développés, c'est ce qu'on appelle l'émergence. On dit, on a compris. On dit, mais comment faire pour savoir qu'un pays est en train d'être émergent? Il dit, les spécialistes ont donné 4 critères. Les spécialistes ont donné 4 signes pour voir si un pays est sur la voie de l'émergence ou non. Il dit, le premier signe pour savoir qu'un pays est émergent, c'est une croissance économique forte et durable. Un taux de croissance de PIB réel supérieur à 6% sur une période prolongée d'au moins 5 années consécutives est indispensable. Il ne s'agit pas seulement de croître, mais de croître avec constance, loin des soubresauts et des soubresauts fragiles. Il dit le premier critère là, c'est qu'il faut connaître un développement économique. Mais dans le développement économique là, ça doit être un développement économique solide. Et ça doit être continu. Ça doit continuer sur au moins 5 ans. Et il faut être constant. Et puis il faut maintenir le cap. Là, c'est le premier critère des pays qui se veulent émergents. Le deuxième critère des pays qui veulent devenir émergents, c'est une démographie jeune et dynamique. L'émergence exige une population majoritairement jeune, instruite, formée et capable d'être le moteur du développement. La jeunesse doit être perçue comme une dividende démographique et non comme un fardeau social. Il dit, le deuxième critère, c'est que ta population là, elle doit être jeune. Et si elle est jeune, elle doit être au travail. Et quand la population est au travail, il faut qu'elle soit instruite, il faut qu'elle soit formée avant d'être mise au travail. Et c'est ça qui va être le moteur du développement du pays. Il dit, on ne peut pas prendre les jeunes pour les sacrifier parce que Laurent Gbagbo n'est pas content. Donc là, on crée les êtres humains et on les utilise comme du fagot pour les objectifs de Laurent Gbagbo. Non, on ne doit pas se débarrasser de la jeunesse comme d'un morceau de fagot, qu'on s'en va se débarrasser parce qu'on est fatigué de ça, parce qu'on n'a pas eu de solution pour elle. Il faut la former, il faut l'instruire, il faut la mettre au travail, cette jeunesse. Donc, on va constater, après la croissance économique soutenue, on va regarder comment la jeunesse est traitée et dans quel cadre se maintient-elle. Est-ce qu'elle est instruite? Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'elle est formée? Et est-ce qu'elle est capable d'être au travail?
Après cela vient donc le troisième critère des pays émergents. Une formation structurelle de l'économie. L'économie d'un pays émergent ne saura reposer exclusivement sur l'exportation des matières premières. Elle doit se diversifier, s'industrialiser, intégrer l'innovation technologique et améliorer la productivité des secteurs agricoles et industriels. Ici, le troisième élément qui permet de savoir qu'un pays est émergent, avant, est-ce qu'on ne vous disait pas que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture? Mais aujourd'hui, est-ce que vous entendez ça encore? Ça là, c'était le passé. Ça ne veut plus dire que les paysans ne sont pas là. Ça ne veut plus dire que les gens ne font pas agriculture. Les gens continuent de faire agriculture. Mais si tu veux être un pays émergent, tu ne dois pas compter sur l'agriculture seulement. Ou même tu ne dois pas compter sur un seul domaine. Tu dois multiplier les entrées d'argent. Et tu ne dois pas compter sur le cacao et le café que tu vends. Le jour que les gens disent « paye pas », c'est fini pour toi. Et vous n'avez pas vu depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire a multiplié les découvertes des champs pétroliers, des champs de gaz, de l'or et autres. Et actuellement, on est en train de transformer aujourd'hui le café et le cacao pour ne plus être une économie d'exportation, mais une économie de transformation des matières premières. Il dit donc, on va petit à petit rentrer dans une économie qui est basée sur le secteur agricole et industriel. Il dit ça, c'est le troisième critère. Et le quatrième critère pour définir si un pays est sur la voie de l'émergence, tout ce que je vous dis là, c'est pour que vous comparez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui avec les éléments que je donne. La réponse que vous allez vous donner, c'est là-bas que la Côte d'Ivoire est. Le quatrième critère, la stabilité politique et institutionnelle. La paix, la sécurité, la prévisibilité juridique et la solidité des institutions sont des prérequis incontournables. Nul investisseur, nul créateur d'entreprise n'ose miser sur un territoire livré aux convulsions politiques ou à l'insécurité juridique. À ces critères s'ajoutent souvent les attentes en matière de gouvernance, à savoir la transparence, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration publique et l'intégration dans les échanges économiques régionaux et mondiaux. Bref, l'émergence est une conquête méthodique. Elle exclut l'amateurisme et la navigation à vue. Dans le quatrième critère, pour savoir si un pays est émergent ou non, c'est la stabilité politique et institutionnelle. Un pays qui n'est pas stable, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Et quand vous parlez aujourd'hui des indices de sécurité de la Côte d'Ivoire, quand vous parlez aujourd'hui de la solidité des institutions, est-ce que c'est une vérité ou pas? C'est à vous-même de juger. Et si dans un environnement, vous n'avez pas ces acquis, que j'appellerais même des prérequis, personne ne viendra. Même si vous avez toutes les ressources naturelles. Le Mali et le Burkina nous dit qu'ils ont toutes les ressources naturelles du monde. Mais pourquoi les investisseurs sur eux n'y vont pas? Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Donc, c'est tout cela qu'il faut créer avec des institutions fortes et des institutions qui sont animées. Des institutions qui sont prêtes à lutter pour qu'il y ait la transparence, à lutter contre la corruption, à moderniser l'administration. Et la Côte d'Ivoire, vous le savez, a eu plusieurs prix à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où je vous ai fait le tableau, je ne vous dirai pas à vous-même de faire votre description de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ce que nous venons de vous dire. Alassane Ouattara, l'homme qui fait taire l'impossible. À la lumière de ces critères exigeants, le bilan du président Alassane Ouattara depuis 2011 s'impose avec l'évidence d'un fait. Aujourd'hui, quand on a cité tout ce qu'on a dit, il faut regarder aujourd'hui le bilan du président Ouattara. Même si tu ne l'aimes pas là, tu seras obligé de la fermer parce que ça s'impose, ça se voit, ça se sent. Il a pris un pays sorti de pratiquement 11 à 12 années de guerre civile. Il a pris un pays qui a connu pratiquement 19 ans d'inaction politique et économique. Et en l'espace d'un an, la croissance économique, sous la houlette du docteur président Ouattara, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance de plus de 7% entre 2012 et 2019. Cela n'est pas là une embellie passagère, mais une performance régulière soutenue par des investissements massifs dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Est-ce que c'est pas sur Ouattara, vous avez vu, on dit qu'il y a des enfants de pauvres qui ont gagné concours de robotique aux États-Unis, d'autres ont gagné concours de la NASA au Japon, d'autres ont gagné concours de temps, d'autres ont gagné concours de dictée. C'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites. Aujourd'hui, là,
La Côte d'Ivoire, au moment où on était à 31, quand Ouattara prenait le pouvoir, le pays était à 31% de taux d'électrification. Aujourd'hui, on a plus de 90%. C'est parce qu'il y a eu des investissements pour construire des routes, pour construire des universités, pour aiguiser les cerveaux. Et c'est eux-là qui vont accroître la performance régulière. Et depuis 2012 jusqu'en 2019, notre croissance a maintenu le chiffre de 7% de croissance chaque année. La démographie exploitée comme un levier. Conscient que la jeunesse est la première richesse nationale, le président Ouattara a démontré son génie en instituant le ministère de la promotion de la jeunesse, une innovation institutionnelle majeure. Là où les jeunes étaient milicisés, ils étaient plus comme des miliciens de la chair à canon. Le président Ouattara, quand il est venu, il dit aux jeunes, il n'y a pas quelqu'un qui peut construire votre vie plus que vous-même. Soyez exigeants et demandez le meilleur pour vous-même parce que c'est vous l'avenir. Et il a mis en place le ministère de la promotion de la jeunesse, ce qui ne s'était jamais fait en Côte d'Ivoire auparavant. Ce ministère n'est pas simplement un ornement bureaucratique. C'est un véritable moteur d'action publique doté d'une vision stratégique. Transformer la jeunesse ivoirienne en un levier de développement. Il dit, mais aujourd'hui, là, il y a combien de jeunes qui ont pu s'en sortir? C'est ce qu'il faut voir. Et non écouter ceux qui sont dans les quartiers pour dire, moi, on m'a dit que, mais est-ce que toi-même tu es parti? Non. Sous son impulsion, le budget alloué à la promotion de la jeunesse vient de passer de 20 milliards à 97 milliards de francs CFA en moins d'une décennie. Au début, quand ils ont commencé là, c'était avec 20 milliards. Mais aujourd'hui, là, c'est 97 milliards de francs CFA qui sont mis spécialement à la disposition de la jeunesse. Mais la jeunesse dont je suis en train de parler là, c'est pas toi le jeune maudit qui est assis au quartier là-bas. En train de dire, les gens disent quoi? C'est film, toi tu regardes. Quand tu te lèves le matin là, c'est gaba, tu veux manger. Tu penses que ta vie va s'arrêter au quartier. Faut pas sortir pour aller te renseigner. Hein. Faut rester au quartier là-bas. Quand les autres viennent là, pour ne pas que toi tu aies travail là, ils vont te raconter que tout est mauvais là-bas. Mais quand tu vas te réveiller là, tu auras eu 60 ans là. Tu as une fois vu quelqu'un employer quelqu'un à 60 ans? Tu n'as pas d'expérience? Tu es devenu vieux garçon. C'est ce jour-là, tu vas dire, ceux qui te blaguaient qu'il fallait rester à la maison là, eux ils ont déjà construit cours, ils ont une femme, ils ont eu un enfant, ils ont scolarisé leurs enfants. Et tu vas devenir vieux aigri dans le quartier. C'est toi comme ça là que Babo va utiliser comme chair à canon. C'est toi comme ça là qui s'en va à Dabou pour aller suivre Babo. Mais il faut continuer. Cette augmentation spectaculaire témoigne non seulement de la priorité accordée à la jeunesse, mais aussi de la pertinence et de la performance des politiques engagées, dont les succès enregistrés témoignent de la justesse des choix des hommes en charge de leurs exécutions. Le ministère de la Jeunesse que vous voyez là, nous et puis Mamadou, on a fait palabre. Jusqu'à même les gens disent, non, ceux-là, ce sont des sorciers. On dit, tant qu'on ne va pas corriger pour que ce soit l'avancement de la jeunesse, nous, on ne va pas laisser aussi. On a fait ça, jusqu'à un jour, on allait s'asseoir, on a discuté. On dit, voilà ce qu'on dit, on n'aime pas. Et voilà, quand on leur a montré, même, ils disent, ouais, ce que vous dites là, c'est la vérité. On dit, bon, comme c'est comme ça maintenant, là, corrigez-vous. Depuis qu'ils ont commencé à se corriger, là, est-ce que vous nous avez entendu parler? On ne peut pas nous corrompre, hein? Nous, là, les actions du gouvernement, là, nous, on surveille et on est dans la réalité, on n'est pas dans la fiction. Il n'y a aucun ministère où on est parti pour aller dire ce qui ne va pas. Il n'y en a pas. Si tu ne te changes pas là, on n'a pas dit on connaît tout, on ne te laisse pas aussi. Mais aujourd'hui là, est-ce que le ministère de la Jeunesse aujourd'hui ne fait pas des succès? Est-ce que les gens ne sortent pas pour témoigner que leur vie a changé? Bon, ça là, est-ce que c'est pas mieux que de les laisser dans le désespoir et ils vont devenir des potentiels clients au désespoir et à la milicisation de Laurent Gbagbo? Dans la vie, là, le bonheur, là, c'est pas forcément que si moi je n'ai pas, quelqu'un ne doit pas avoir. Dans la vie, là, il faut créer les conditions du bonheur. Ça éloigne de toi-même les conditions du malheur. Parce que celui que tu crées pour le mettre dans le malheur, là, demain, il peut se transformer en braqueur. Programme d'insertion professionnelle, financement massif de projets innovants, création d'incubateurs d'entreprises, déploiement de centres de formation modernes. Tout a concouru à rendre les jeunes Ivoiriens aptes à soutenir la transformation économique du pays. Bon, les jeunes que vous voyez là, oui, 97 milliards, mais ça allait où? On a pris pour construire des écoles de formation, des écoles pour instruire ces jeunes gens.
des écoles d'apprentissage de métiers. Toi, maudit là, comme tu n'es pas au courant, il y a l'école de la deuxième chance. J'ai 42 ans, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais quand tu vas là-bas en 6 mois, tu sauras écrire et lire, tu vas apprendre un métier. À 45 ans, tu vas devenir propriétaire d'une petite entreprise. On va financer ça pour toi. Toi, on t'explique, tu ne comprends pas. Il faut continuer à être dans le quartier. Sinon, la vraie vie, là, ça se passe devant tout le monde. Vous pensez que si moi, je ne gagnais pas pour moi ici, là, j'allais rester ici. Autant de babos, là, nous, on n'avait pas ces opportunités, c'est pourquoi on a fui le pays. On ne pensait pas à la jeunesse. On te dit, si tu veux gagner quelque chose, là, il faut venir prendre calage, tu vas attaquer une partie du pays. Mais aujourd'hui, vous, là, il y a tout qui est là-bas. Ah non, il n'y a rien dedans. Toi, tu es allé là-bas et puis tu as vu, il n'y a rien dedans. Ceux qui te disent qu'il n'y a rien là, ils sont en train de te blaguer parce que le bonheur, on ne fait pas publicité de bonheur. Et ça, tous les jeunes qui sont venus vers moi, je leur ai dit, tu es parti là-bas. Ils disent non. Bon, il faut aller là-bas. Quand tu vas là, on va te donner un numéro d'identifiant, il faut venir. Les plus maudits ne sont jamais venus vers moi. Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas travailler. Il y a un même qui est sorti, lui, il pensait que c'est l'argent qu'on allait donner, et puis ils vont bouffer, puis ils vont s'asseoir. Il dit, vous avez frappé à la mauvaise adresse. L'éclosion rapide des startups, la vitalité retrouvée du secteur privé, la modernisation des universités et des centres techniques, le rapprochement des guichets emploi jeunes, des cibles, illustrent l'efficacité d'une stratégie pensée, non comme un simple slogan électoral, mais comme un investissement structurant à l'avenir. Un jeune là, quand on te dit il faut partir là-bas, là, au lieu de suivre les politiciens, là, il faut aller apprendre un métier. Une fois que tu as ton métier là, que tu t'en sors là, est-ce que ça c'est politique? Bon, je veux qu'un jeune vienne dire ici, moi je suis parti là-bas, tel jour on m'a demandé mon parti politique. Au contraire, nous-mêmes les gens du RDR, RHDP, nous on se plaint que ce sont les autres là même qui reçoivent beaucoup. C'est ce que nous on se plaint. Que ce soit vrai ou faux, je ne connais pas quelqu'un qui va toujours être satisfait de son bonheur. Mais une chose est évidente, c'est le signe qu'il n'y a pas de distinction ethnique, religieuse ou même politique là-dedans. Transformation économique. La Côte d'Ivoire n'est plus seulement un pays producteur de cacao et exportateur de cacao ou de café. Les réformes structurelles ont permis une diversification vers l'agro-industrie, le BTP, la télécommunication et les services financiers. La création des zones industrielles modernes comme le PK24 ou San Pedro en est une illustration concrète. Avant, là, au temps d'Oufoué, là, la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire, il faut aller au champ, l'avenir c'est l'agriculture, c'est comme si c'est comme ça. Nos parents ont fait agriculture jusqu'à... C'était bien, hein? Mais le jour qu'ils ont cassé le prix du cacao là, on était obligé de brûler le cacao là. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, selon le département de l'agriculture, c'est-à-dire le ministère américain de l'agriculture, nous sommes aujourd'hui le premier transformateur au monde de fèves de cacao. Ça veut dire quoi? De l'agriculture, nous avons joint l'industrie pour devenir une agro-industrie. Et demain, on sera transformateur parmi les transformateurs du cacao en chocolat dans le monde. Le pouvoir, là, on ne prend pas ça un coup. On va pousser les gens là doucement, doucement à nous faire confiance. Ils vont installer les industries de fabrication de chocolat chez nous au pays. Et comme ça, là, de la production de la matière première jusqu'à la transformation, on pourra vendre des produits finis. Ça ne se fait pas avec les gueules sur la route. Ça ne se fait pas en rêvant. Ça ne se fait pas en suivant des indignes comme Laurent Gbagbo et Chaka Dian. Ça se fait en étant concret. Ça se fait en mettant la foi aux Ivoiriens et parlant de la stabilité politique. Malgré les défis réels, le pays qu'est la Côte d'Ivoire a connu une stabilité institutionnelle et une continuité de l'État inédite depuis des décennies. L'image de la Côte d'Ivoire à l'international, autrefois écornée par des individus infréquentables comme Laurent Gbagbo ou des acariates comme Henri Konan Bédié, s'est spectaculairement redressée. En somme, là où d'autres promettaient des lendemains qui chantent, Alassane Ouattara, lui, a bâti, pierre après pierre, un édifice durable. On peut tout dire d'Alassane Ouattara. Le pont qu'il a fait là, les routes qui ont été effectuées, et tout ce qui a été fait là, est-ce qu'il va mourir avec ça? Est-ce que le jour qu'il va mourir, ça va disparaître comme Alice au pays des merveilles? Non.
Ce sont des choses qui vont rester là pour les générations à venir. Et ce sont des choses qui ont transformé l'image de la Côte d'Ivoire. Alors qu'avant, les gens disaient que la Côte d'Ivoire est une destination. C'était dans le rouge. Les dirigeants étaient infréquentables. Mais aujourd'hui, grâce à la stabilité politique et les hommes qui animent l'appareil politique de l'État en Côte d'Ivoire, on peut faire confiance en la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ça, je le dis, ceux qui vont en Côte d'Ivoire constamment, quand tu vois les Blancs qui sont avec toi dans l'avion là, moi je ne sais pas pour les autres, hein, mais moi-même j'ai dit, oh, c'est quoi ils voient là-bas là, et puis moi je n'ai pas vu. Je ne leur demande pas directement, hein, je dis ça dans mon cœur quoi. Je dis, hey Dieu, tu es fort. Donc eux voient pour eux là-bas, alors que moi je viens chercher pour moi dans Djossi ici. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je quittais le pays là, le pays était infréquentable. Le pays était dans la misère. Le pays était dans le désordre politique. Et ta vie à chaque instant était menacée. Mais aujourd'hui, toute cette jeunesse qui a la chance, depuis le 11 avril 2011, est-ce que quand vous dormez la nuit, vous vous dites comment je vais me réveiller? Est-ce que je vais me réveiller demain matin? Mais nous, on a passé une bonne partie de nos vies. Tu ne sais pas si demain matin ou même les heures qui suivent, tu vas vivre. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Le seul travail qui était là, c'est de prendre les calaches. Si tu es en zone rebelle, c'est la même chose. Si tu ne prends pas les armes, tu es vu comme un ennemi. Si tu prends aussi les armes aussi, là, tu es en même temps un ennemi. Bon, c'est nous, là, pour ne pas prendre parti dans ces trucs-là. Nous, on a pris nos baluchons. On dit, nous, là, c'est pas tuer l'homme, là. C'est pas dans tuer l'homme, là, nous, on va réaliser notre avenir. Donc, là, nous, on va aller se chercher pour gagner notre vie. Parce que quelqu'un qui en a dans la tête, là, les gars, vous m'excusez, hein. Et donc, comme je le disais, tu ne peux pas faire confiance à ta tête. Et puis toi, tu vas venir dire que non, il faut que toi, tu supprimes la vie des autres pour te sentir à l'aise, mais fort. C'est comme ça que des gens comme moi, là, le gouvernement américain les a détectés et puis dit, toi, là, on peut te faire confiance. Il faut venir, on va essayer. Et puis quand on est venu chez les Blancs, là, on commande les Blancs. C'est nous, là. On n'a pas besoin de prendre Kalash. Quand je vois des maudits, non, celui-là, s'il soutient Ouattara, là, c'est parce qu'il était dans la rébellion. Non, hein. J'ai soutenu la rébellion et je continuerai de soutenir la rébellion parce que leur combat était très noble. Je ne m'en suis jamais caché. Mais je suis trop digne pour prendre les armes pour supprimer la vie de quelqu'un. Alors que j'en ai dans la tête. Et ça, là, je le demande chaque jour devant les gens. Parce que tout ce travail qu'on est en train de faire là, combien de personnes peuvent le faire? Seulement, quand vous n'aviez pas les arguments qu'il faut, vous prenez des raccourcis. Mais c'est mal connaître les gens. Tu peux être riche sans braquer une banque si tu te mets au travail. Moi, c'est une terre comme ça que j'ai voulu. Les gens du RHDP, il n'y a aucun parmi eux qui peut me dire, celui-là, il est venu, si on lui a donné ça, c'est ce qui fait ça là. Parce que ce que vous comptez là pour influencer les gens là, moi-même j'ai ça. Quand tu travailles là et puis tu as eu ce que tu veux là, tu dois glorifier Dieu en disant là, Dieu merci. J'ai travaillé, tu m'as donné ce que je veux, je ne suis pas misérable. Ça, si tu ne dis pas ça à Dieu là, c'est que Dieu même va te maudire. L'Amérique a été une bénédiction pour moi. C'est grâce à l'Amérique là, moi j'ai compté millions et puis je peux donner millions à quelqu'un cadeau. C'est que la vérité là, il faut dire. Mais ceux qui ont fait la rébellion, chacun a un parcours de son destin. Je suis très fier de ceux qui ont pris les armes. Je le dis, ceux qui ont pris les armes là, je suis très fier d'eux. Parce que moi, je n'ai pas une formation militaire. Pourquoi je vais aller prendre armes? Je n'ai qu'à me donner un chair en canon, alors que moi, c'est sur ma tête, je compte. Je ne fais pas un boulot que je ne connais pas. Mais ce que ça peut distraire pour s'amuser, sachez que quand vous ne connaissez pas quelqu'un là, ne prenez pas vos conclusions pour juger les personnes. La rébellion a été une bénédiction. Et même si demain là, c'était à refaire là, je vais soutenir la rébellion. Avant là, je n'avais pas l'argent. Mais maintenant là, je vais même financer même. Et puis pour moi, c'est pas l'argent volé. Hein. Quand je vais à Abidjan là, je rencontre ce que je veux rencontrer. Parce que là, il n'y a personne qui peut m'impressionner. Parce que je ne fais pas ce combat-là pour attendre un prix aussi de quelqu'un. C'est un combat, je vais laisser l'histoire de ma vie. Et je veux que les gens sachent qu'il y a un garçon qui a existé. Et que ce qu'il disait là, je veux que l'histoire me juge sur ce que je faisais.
Donc ne vous amusez pas avec les gens. Ne vous amusez pas avec les gens. Bon, ça là, voilà. Quand de suite là, ils ont tapé là, c'était une nouvelle tablette que je suis allé payer. Parce que fétiche que j'ai là, que j'ai pris pour animer vos directs depuis des années là, ça commence à flancher. Donc j'ai commandé un nouvel appareil. C'est ça là, quand ils ont tapé là, je suis allé prendre avec Amazon. Quand on va finir direct là, je vais retaper ça pour faire mon direct. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne quelque chose. Moi, je vais être aux États-Unis, on me paye en dollars. Et puis moi, je vais aller me mettre en cadre devant des gens qu'on paye en francs CFA. Ça, c'est une malédiction. Et puis, c'est que chacun mérite dans la vie, là. Moi, je préfère que Dieu me donne ce qu'il doit me donner. Quelqu'un va te donner quelque chose, demain, il va se promener pour dire, c'est moi, j'ai fait ça, là. Toi, tu es Dieu pour moi. Cette tablette, j'étais allé récupérer. J'ai payé une nouvelle tablette. Je vais limer Babou avec Sakaja dans ça. Mais ça, là, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Un jour, on faisait une émission ici, là. Et puis, le batterie s'est vidé simplement, là. J'ai dit, bon, nouvelle tablette, il faut venir. Donc, là, je suis prêt pour mon combat, hein. Une seule fois où batterie, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je suis allé payer une nouvelle tablette. C'est ça que je suis allé récupérer. Quand j'ai vu d'attendre, là, c'est ça que je suis allé récupérer. C'est pourquoi j'ai fait mon direct tard. Mais je ne vais pas louper Babou avec Chakadjan. Donc, vous, les jeunes, là, quand on vous parle comme ça, là, vous aimez les gens qui vous parlent et puis les paroles qui vous disent que vous aimez, là. Nous que vous voyez comme les démons, là. C'est nous qui allons écrire l'histoire de demain. C'est sur nous ce que nous disons, là, qu'on va écrire la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que des enfants et des fils et des filles dignes viendront. Ils vont chercher qui sont ceux qui disaient la vérité. Ça sera nous. Et ça sera le docteur Ouattara. Parce que ce qu'il fait, là, tu es Motinimpa, tu vas passer sur ces routes-là. Tu as Motinimpa, ces hôpitaux-là, vos faux corps, là, vous allez soigner ça dedans, là-bas. Bande d'hypocrites, de philistins, de pharisiens que vous êtes. Chronique d'une époque révolue. Et il faudrait que les Ivoiriens se souviennent que là où on est aujourd'hui en 2025, là, il y a eu un passé. Et il faut qu'on parle de ce passé-là qui n'est pas du tout glorieux pour que les gens sachent faire la différence. Dans une ironie que l'histoire chérie, il est piquant de rappeler que certains de ses prédécesseurs à Alassane Ouattara, animés de grandes ambitions verbales, mais peu d'efforts pratiques, laissèrent un pays exsangue. Les babos, les Sekadjans, les bédiers que vous voyez là, c'est des gens, hein, tout ce que Ouattara fait aujourd'hui là, ils auraient souhaité que ce soit eux qui aient réalisé ça. C'est des gens qui parlaient, quand ils parlent dans leur bouche là, tu entends, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand on dit, bon, voilà fauteuil présidentiel là, faut gérer là. Ils avaient tout prévu sauf cerveau. Quand c'est pour faire le mal là, ils sont forts dans ça. Mais le pouvoir là, c'est comme venir aux États-Unis. Le pouvoir là, c'est comme venir aux États-Unis. Pour venir là, tu penses que c'est ça qui est dur. Frère, c'est quand tu vas arriver là, que tu vas voir ce qu'on appelle difficulté. Tu vas dire, mais visa là même ça, ce n'est rien. Je ne connais pas pour la France, parce que quand je vais en France, je ne dure pas là-bas. Ou même partout, je ne dure pas. Mais l'aventure, c'est presque partout. Mais aux États-Unis, là, il n'y a pas de social. De la manière que tu es venu là, c'est à toi-même là de chercher à creuser ta vie comme ça. Donc le pouvoir là, c'est comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, hein, mais quand on te met sur le fauteuil là, c'est là, toi-même, tu vas voir tes propres limites. Et eux, ils avaient tout prévu, sauf un plan pour gérer le pouvoir. Ils étaient animés avec de grandes ambitions verbales, de grandes paroles. Mais quand ils sont venus, vaurien pro max. C'est ça qui a été le passé de l'avant, ce qui s'est passé avant que Ouattara ne prenne le pouvoir. Les uns, croyant flatter le peuple, dévalisaient en silence les caisses de l'État. D'autres, habiles sophistes, confondaient éloquence et compétence. Le naufrage de l'économie, la dislocation du tissu social, les infrastructures décrépites, tels furent les tristes oripeaux de leur gouvernance. Ceux qui ont précédé le président Ouattara, pas Félix Houphouët-Boigny là. Des gens comme Gbagbo pensaient que eux, ils allaient tromper le peuple. Et quand ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé les caisses de l'État. Ils ont mis les Ivoiriens dans une misère indescriptible.
Et il y a d'autres, eux, c'est avec la parole, comme les Chakadjans. Ah non, nous on sait bien parler le français, c'est nous seuls on en a à l'école, c'est nous on est les plus intelligents, c'est nous on est les plus compétents. C'est eux là, les Chakadjans qui ont détourné 18 milliards. Et c'est eux. En plus de ça, pour tromper les Ivoiriens, pour ne pas qu'on sache qu'ils étaient en train de voler là, ils créent des guerres artificielles entre les Ivoiriens. Les Baoulés sont mieux que les gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest sont les danseurs. Les Dula sont les Kangas. Des trucs comme ça. Wow, au moins en train de faire tout ça là. Le pays est en train de sombrer. On dit, vous ne travaillez pas. Il dit, Oufou a déjà tout fait. Que ce soit Babo, que ce soit eux. Ils n'ont qu'Oufou a déjà tout fait, on ne peut plus rien faire. Ils ont mis le pays dans une décadence. C'est ça aussi qu'il faut rappeler aux Ivoiriens. Au royaume des faux prophètes, certains gouvernaient pour eux-mêmes et non pour la nation. Ils voulaient laisser leur nom dans l'histoire. Ils y laissèrent surtout le souvenir de leurs fautes. Mais quand tu regardes ces personnes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient d'elles? En tant que des gens qui ont dirigé le pays, la première chose qu'on retient, c'est que ces personnes ont elles-mêmes honte, que ce soit Tidiane, que ce soit Chakadjan, que ce soit Bédié. Ils veulent tout entendre sauf le bilan de leur gestion à la tête de l'État. Tellement eux-mêmes, ils ne valaient rien. Ils ont honte qu'on dise aujourd'hui, quand vous étiez au pouvoir, voilà ce que vous avez fait. Est-ce qu'on peut encore confier la Côte d'Ivoire à ces gens? Et la seule solution, la Côte d'Ivoire doit se réconcilier avec son avenir. On n'a plus besoin d'individus qui sont figés dans le passé. Nous voulons construire notre avenir en regardant loin devant nous. Connaissant ses bienfaiteurs, la Côte d'Ivoire devrait, avec un brin de clairvoyance, consacrer Alassane Ouattara, non par flatterie, mais par simple reconnaissance. Et ça, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Et même la semaine dernière, il y a des jeunes qui m'ont appelé qu'eux souhaitent célébrer le président Ouattara. J'ai dit, allez-y. Et on va vous aider là-dedans. Et n'hésitez pas. Parce que pendant trop longtemps, on a dit, le président Ouattara là, arrêtons de faire les choses, célébrons-le sans l'informer. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Ce vieux-là, ne le célébrons pas le jour de sa mort. Ne le célébrons pas pour faire de lui un martyr. Célébrons-le en tant qu'un monument vivant. Et c'est pourquoi, vous remarquez, si tu veux, là, il faut venir, tu insultes mes parents, tu insultes tout là. C'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas insulter les parents de quelqu'un. Mais pardon, il ne faut pas insulter Ouattara. Quand tu fais ça là, il y a des masses qui... C'est comme il y a des courants électriques qui passent dans ma tête. Je vais te bouffer. Parce que moi, mon papa et ma maman, là, celui qui les protège, là, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est vrai que c'est Dieu qui protège tout le monde. Hein. Mais quand je sais que mon père et ma mère sont en paix, là, celui qui les protège, là, si je n'oublie pas de bénir cette personne comme une source de bénédiction, c'est que moi-même, là, je n'aime pas mes propres parents. Et donc, chers jeunes gens, et chers Ivoiriens, si nous on a fui la Côte d'Ivoire, là, c'est pour sauver nos peaux. Et puis pour ne pas dépendre de quelqu'un. Comment nous on va venir aujourd'hui? On ne gagne pas beaucoup, mais aujourd'hui, là, on s'en sort en se débrouillant. Pourquoi c'est aujourd'hui on va compter sur les gens? Au moment où on n'avait rien, là, on a lutté pour quitter le pays, pour ne pas compter sur les gens. Et puis c'est aujourd'hui, là, où on se débrouille pour avoir 10 francs, on va compter sur les gens. Non, non, non. Nous ne sommes pas comme ça. Et puis quand tu vois quelqu'un, toujours lui, il compte sur ce que les autres vont lui donner, là. C'est quelqu'un qui est capable de faire le pire. C'est quelqu'un qui est capable de faire le pire. Parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. La Côte d'Ivoire de 2025 n'est plus celle de 2010. Elle est rendue à celle des autoroutes modernes, des ports agrandis, des quartiers métamorphosés, des éclairages publics retrouvés, de l'abondance énergétique et de la confiance revenue. Et ce que nous vous disons là, souvent, ce n'est pas parce qu'on veut vous parler de nous-mêmes, mais nous voulons vous parler d'une Côte d'Ivoire qui est réellement, qui change. Moi, je me souviens, dans mon quartier, à Abidjan, là-bas, une fois, quand je suis arrivé, il n'y avait pas courant, l'eau pendant 2 jours comme ça. Mais quand j'ai appelé la SODECI, mais après, ils m'ont rappelé pour me dire que l'eau vient d'arriver à la seconde près. Ça veut dire que les Ivoiriens peuvent se faire respecter. Ça veut dire que nous pouvons transformer le comportement. Ça veut dire qu'on peut métamorphoser. Qui n'aimerait pas habiter aujourd'hui dans un grand quartier cossu? Mais il y a combien de villes, leurs vies ont changé? Toi, tu étais en location. Tu as pu construire un taudis.
c'est une évolution. Toi, tu étais dans taudis, tu as pu construire une maison, c'est une évolution. Toi, tu étais dans maison, aujourd'hui là, tu peux aujourd'hui construire d'autres maisons, d'autres vont habiter dans, c'est une évolution. L'évolution là, ça tombe pas du ciel un coup. Pour dire comme c'est ce que je souhaitais là, donc si je n'ai pas eu ça, c'est que je n'ai pas évolué. Ce que vous entendez dire que eux là, ils n'ont rien eu là, c'est ceux qui s'attendaient à une vie facile, où les gens vont aller travailler dur, eux vont s'asseoir et puis on va venir leur donner l'argent. Le passage d'une économie de rente à une économie de production réelle est un signe parmi tant d'autres que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre et dans le cercle exigeant des nations émergentes. On n'a pas dit que la Côte d'Ivoire est un pays émergent. N'allez pas mentir sur nous. Mais c'est qu'on sait là. Tous les indicateurs sont là. On a cité les 4 indicateurs principaux. On vous donne des exemples pour ajouter dessus. Ce n'est pas de la propagande. Chacun peut prendre cette analyse-là, regarder et puis contester. C'est de cela qu'il est question. L'évidence ne s'impose qu'à l'absence. Mais le propre des grandes œuvres est de n'être pleinement reconnu qu'après leur créateur disparu. Mais vous les Ivoiriens, il y a une grande chance que vous avez, mais vous sous-estimez cette chance-là. Le jour que Alassane Ouattara va mourir, et puis tous ceux qui vont dire, eh Dieu, et si on savait là, que Dieu maudisse vos âmes, que Dieu maudisse vos descendants, sur 175 ans. Parce que ce qui se passe là, si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas la haine, parce que Alassane Ouattara est un djoula du Nord, on aurait voulu que ce soit un Boussoumani qui a fait ça. Comme ce n'est pas un Boussoumani qui a fait ça là, donc là, on s'en fout de ça. À part ça là, qu'est-ce que vous avez à reprocher à Alassane Ouattara? Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne suis à la solde d'aucune obédience politique. Hein. Je suis proche du docteur Ouattara. Mais je vous ai toujours dit, je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas RHDP. Je suis RDR, je suis Alassaniste RDR. Je ne suis pas RHDP. Pour ceux qui ne le savent pas, je le répète. Je suis Alassaniste RDR. Ça s'arrête à ça. Et il y a beaucoup comme moi là. Si Alassane Ouattara, sa personne n'est pas dans ce combat là, avec l'idéologie qu'il incarne là, il y a beaucoup qui vont baisser la garde. Il y a beaucoup qui vont retirer leur confiance en la Côte d'Ivoire. Et si il n'y a pas des gens qui peuvent reprendre la flamme pour continuer, c'est que la lutte va s'arrêter. Mais s'il y a des gens qui peuvent continuer l'idéologie du docteur, ce serait la meilleure. Et je le redis, toi, tu n'as pas été capable de faire quelque chose. Mais quelqu'un a fait. Et ce qu'il a fait aide tout le monde. Mais toi, tu continues à haïr cette personne, à être méchant envers cette personne et souhaiter le mal à cette personne. De toute façon, là, Alassane Ouattara, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, lui-même il sait, et moi je sais, vous savez, nous savons, il ne sera pas éternel. Il va mourir. Mais quel rapport nous aurions avec lui avant son départ? On veut attendre qu'il n'a qu'à mourir avant de regarder dans le rétroviseur pour savoir que c'était un grand homme. Bon, le jour qu'Alassane Ouattara va mourir, là, moi, je ne serai pas là pour aller le célébrer. Et ne me comptez pas parmi ceux qui vont le célébrer à sa mort. Et c'est pourquoi chaque jour que Dieu fait là, je vais venir ici pour dire ce que je sais et dans la vérité. Et dire à ce vieux-là, papa, merci beaucoup. Je le répète, papa, merci beaucoup. Tu as fait ce que tu devrais faire. Et il y a des gens qui s'en souviennent. Et éclaireur en fait partie. Je ne le dis pas pour m'attendre à quelque chose. Parce que tu as sauvé la vie de mes parents. Tu as redonné la dignité aux Ivoiriens. Tu maintiens la paix sur la Côte d'Ivoire. Et tu ne nous demandes pas de salaire. Mais les méchantes âmes qui sont là, qui veulent saboter ce travail, qui veulent vilipender cet homme, c'est votre choix. Mais demain, ne venez pas dire, ah, on ne savait pas. C'est là la palabre va commencer. Parce que tout le monde sait. Mais chacun sait dans quoi il est. La mauvaise foi, là, il n'y a pas de médicament. Mais continuez dans ce que vous êtes. Mais Dieu voit chacun. Comme c'est le malheur on veut là. Quand Alassane va mourir là, que Dieu nous donne le pharaon.
Ou bien que Dieu nous donne Nemrod. Là, comme ça, là, on va connaître la différence entre le bien et le mal. Avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le temps de Bédié, le temps de Gbagbo, le temps de Gueye, le temps de Ouattara, toi encore, tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est bon pour toi-même, entre ce qui est bon pour tes enfants. Toi, tu penses que le monde dans lequel tu vis, là, c'est comme ça doit rester, et puis tes enfants vont vivre dans ça. Moi, là, je ne pouvais pas enceinter une femme, et puis cette femme-là va rester dans un pays où je sais que les enfants n'auront pas un avenir meilleur. Non, 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 non. Si c'est ça, là, Dieu n'a qu'à me rendre stérile. Si c'est pour mettre un enfant au monde, pour lui dire, bon, en tout cas, où tu es là, c'est malheur, tu commences comme ça, là. On n'est pas Dieu. Mais au moins, là, un parent responsable, là, tu dois faire un effort pour laisser quelque chose de mieux que toi-même tu n'aies reçu. Ça ne veut pas dire que l'enfant va réussir, mais ça veut dire au moins que tu as fait ta part. Et ça s'arrête à ça. Et donc, tous ceux qui veulent célébrer Alassane Ouattara le jour de sa mort, là, pardonnez, ne nous invitez pas. Et moi, je ne serai jamais là pour être quelqu'un qui célèbre la mort. Je préfère célébrer la vie, quand il y a la vie. Parce que quand on meurt, il n'y a plus de vie. Là, je parle en tant que stoïcien. Et quand on vit, il n'y a pas de mort. Et je crois que même l'islam aussi dit la même chose. Adorez Dieu comme si aujourd'hui serait votre dernier jour. Mais vivez pleinement votre vie comme si vous étiez éternel. Il faut savoir célébrer chaque chose au moment qu'il faut. Et non être des gens qui sont toujours en retard sur les événements ou bien dans les symboles. Lorsque les sirènes de l'ingratitude auront de nouveau chanté, lorsque l'épreuve surgira et que les fruits de cette œuvre titanesque seront menacés, alors sans doute, l'on mesurera la véritable valeur de celui qui, par une vision, une méthode et un dénouement sans faille, éleva la Côte d'Ivoire à un rang que beaucoup pensaient inaccessible. Beaucoup avaient pensé que la Côte d'Ivoire, une fois tombée dans le gouffre, les politiciens mécréants et impies philistins que vous voyez là, les clients de Aola et d'Aoliba, Ézéchiel 25, les clients du diable là, les opposants que vous voyez là, si Alassane Ouattara était un vaurien là, c'est les mêmes qui allaient s'asseoir pour dire, il n'a pas dit les garçons, quand on vous a dit que c'est un mossi là, et puis il criait là, et voilà ça devant vous tous maintenant. Mais comme il a réussi, ce que beaucoup pensaient incapable là, il a réalisé l'impossible là, il a fermé leur bœuf là. Et puis maintenant tout le monde est assis, on regarde. Il allait électrifier leur village. Il a mis goudron dans leur village. Il a construit le lycée dans leur village. Les gens le regardent et disent, toi là même là, tu veux nous tuer avec la honte. Le vrai, on ne l'apprécie pleinement que lorsqu'on l'a perdu. Je n'ai pas dit le vrai bonheur. J'ai dit le vrai, ce qui est réel là. C'est une citation d'Oufoué. Lui disait le vrai bonheur. Mais moi j'ai dit le vrai. Tu es avec quelqu'un, ta vie est tranquille. Mais tous les imaginaires que tu te fais sur notre personne, tu penses que c'est là-bas que tu auras le bonheur. Le jour que tu perdras cette personne-là, ce que tu voulais là, tu vas retrouver ton enfer dedans. Que Dieu nous donne d'autres Alassane Ouattara, si nous avons des hommes pour reconnaître les grands hommes. Et tout est dans la main des Ivoiriens. Et nous disons merci à des grands intellectuels comme le docteur Kalilou Koulibaly, comme le grand docteur Alexis Diet, comme aux grands intellectuels ici comme le père, le patriarche Bakayoko, le père Martial Koulibaly, la mère Blanc, avec vraiment ces centaines de cerveaux qui se mettent au service pour reconnaître un homme et dire la vérité aux Ivoiriens. Vraiment, merci à chacun. On ne pourra pas vous citer individuellement par les noms, mais continuons ce combat et continuons d'éveiller les consciences et de dire la vérité. Et surtout de célébrer Alassane Ouattara chaque jour que Dieu fait pour lui dire qu'il ne s'est pas trompé et qu'il y a des gens qui savent encore se souvenir de tout le bien qu'il a fait.